Bonjour à tous, bienvenue à cette régionale qui arrive enfin. La régionale qui réunit tous les ans les clubs du Benelux, donc c'est-à-dire de la Belgique et du Luxembourg. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je suis à Paris avec Charles Pépin. Bonjour Charles, en direct du studio de la maison APM. Avant de passer la parole à Charles, c'est Fernand qui a quelques mots à vous dire. Fernand qui est adhérent au Luxembourg, président du club des présidents Belux et également administrateur à l'APM. Fernand, c'est à toi. Chers adhérents, chers animateurs, chers amis, c'est au nom des 24 présidents de club que je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre régionale APM Belux. Dans l'incertitude du temps, nous avons voulu quand même la maintenir, réinventer, et nous sommes ravis d'être aujourd'hui à plus de 400 adhérents à nous réunir en club ou en interclub, un peu partout en Belgique et au Luxembourg. Chacun où nous sommes et de là où nous sommes, nous pouvons sentir notre appartenance à l'APM et à l'idée qui nous unit, le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Ensemble, nous partagerons une expertise avec le philosophe et auteur Charles Pépin qui nous ouvrira l'esprit et le cœur sur le voyage du héros. Nous continuerons ensuite cette réflexion en club pour co-construire le jeu du voyage du héros qui nous fera pratiquer autrement l'art du questionnement, si cher à l'APM. Au-delà de vous exprimer ma grande joie de vous retrouver toutes et toutes aujourd'hui, j'aimerais remercier particulièrement tous nos animateurs de club. Ils ont mis leur énergie et leur créativité au service de ce projet et ont fait preuve une fois de plus, et après une vingtaine de mois bien perturbés, d'adaptabilité et de souplesse. Merci, et quelle richesse, mes amis. Mais merci aussi aux experts et aux intervenants qui sont venus mettre leur pierre à l'édifice de notre voyage du héros, ainsi qu'aux programmateurs de la maison APM, Florian, Charlotte, Francis et Laura. Merci à nos présidents pour leur présence et leur participation active à nos rencontres de club des présidents Belux. Le club des présidents Belux assure la dynamique de notre région et de nos clubs. Enfin, merci à vous tous, chers adhérents, pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes également à la première étape de notre voyage vers la régionale 2022. Celle-ci aura lieu dans exactement 11 mois à Luxembourg, les 22 et 23 septembre. Évidemment, nous espérons vous y retrouver avec le même enthousiasme. Mais maintenant, place à la suite. Et pour ça, je passe la parole et le micro à Charlotte et Laura au studio de la maison APM à Paris. Merci Fernand. Charles, nous sommes donc avec toi pour 1 heure, 45 minutes où on va t'écouter sur le voyage du héros, et ensuite nous aurons un quart d'heure de questions-réponses. Petit point logistique pour vous, chers adhérents, chers animateurs et chers experts. Vous pouvez poser vos questions et les écrire sur des post-it tout au long de ce moment de plénière et les passer à vos animatrices et animateurs. Chères animatrices et animateurs, vous pouvez ensuite écrire les questions dans le chat. Si certaines sont déjà posées, n'hésitez pas à simplement réagir dessus. C'est ensuite l'équipe de choc de l'APM, Laura, François et moi, qui allons sélectionner les questions. Charles, tu es donc écrivain, tu es diplômé d'HEC, tu es philosophe et tu es expert APM depuis 13 ans déjà. Félicitations. Certains t'ont peut-être déjà entendu sur la joie, les vertus de l'échec, la beauté. Tous ces sujets, peut-être encore d'autres sur lesquels tu inspires et tu pousses à la réflexion. Pour te présenter, j'avais envie de parler aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on a pensé à toi pour ce sujet du voyage du héros. Premièrement, c'est autour de la richesse de tous tes travaux sur le sentiment humain, qui je pense sont moteurs de nos actions. Et également, et ça c'est un clin d'œil à cet événement international qui réunit la Belgique et le Luxembourg, tes livres sont traduits
dans beaucoup de langues différentes. On peut donc dire que ta pensée circule dans le monde entier. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que tu étais vraiment la bonne personne pour donner l'élan de cette journée sur le voyage du héros. Charles, c'est à toi. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'aborder avec vous cette belle question du voyage du héros. Déjà, rien que l'expression, au sens littéraire, au sens de la sonorité, nous invite à un joli voyage, le voyage du héros. Et puis, ça nous pose une question. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que on a envie d'être des héros ou est-ce que c'est pas un idéal un peu inaccessible, comme ça, un peu surhumain? Et c'est la question philosophique que je voudrais vous poser. Est-ce que le héros, c'est quelqu'un qui va au-delà de l'humanité normale? C'est en ce sens qu'on entend l'adjectif héroïque. Est-ce qu'au fond, le héros, il est plus qu'humain? Dans ce cas-là, le voyage du héros est un voyage dans l'au-delà de son humanité et de ses qualités humaines. Mais vous entendez le soupçon, vous qui êtes à l'APM, et je crois qu'à l'APM, on s'intéresse au développement des valeurs humanistes. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'héroïsme et les valeurs humanistes? Est-ce que finalement, le héros, c'est pas au contraire de quelqu'un qui serait surhumain, qui serait plus qu'humain, qui serait hors norme, quelqu'un qui réussit déjà à être vraiment humain, à être pleinement humain? Et est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un héroïsme dans le fait d'essayer d'être pleinement humain? C'est déjà tellement dur d'être pleinement humain quand on voit tout ce qui nous entrave dans cette pleine humanité. Et Aristote disait, et je placerai ma conférence ce matin sous la tutelle d'Aristote, Aristote disait, vous savez, c'est tellement dur de saisir tous les possibles de l'existence, les kairos, disaient les Grecs, toutes les opportunités pour actualiser pleinement son humanité dans un monde incertain, dans un monde de contraintes, dans un monde de conformisme, dans un monde de normes, que la personne qui arrive déjà à aller au bout de son humanité, à réaliser tous les possibles de son humanité, c'est peut-être elle le véritable héros. Dans ce cas, c'est quoi le voyage du héros? C'est juste d'aller au bout de soi. C'est pas de dépasser le soi, c'est pas d'être plus qu'humain ou surhumain, c'est juste d'aller au bout de soi. Donc d'abord, je vous laisse méditer un peu cette question. Si tant est que vous aspiriez à une forme d'héroïsme, héroïsme quotidien, héroïsme de dirigeant, on va questionner le rapport de l'héroïsme aux valeurs aussi. C'est en quel sens? Est-ce que vous voulez dépasser votre simple humanité? Pourquoi pas? C'était le sens de l'héroïsme au plan des valeurs aristocratiques chevaleresques. Ou est-ce que vous ne voulez pas simplement, et vous comprenez que mon cœur penche de ce côté, déjà être simplement humain? Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie de dire qu'on est des sous-hommes, on n'est pas à la hauteur de l'humanité, on n'est pas à la hauteur de sa propre singularité. Donc la question, c'est celle-là. Le voyage du héros, est-ce que c'est un voyage au-delà de son humanité, au-delà de l'humanité moyenne? Ou est-ce que ce n'est pas un voyage qui permet simplement de réaliser pleinement cette humanité, ce qui serait déjà pas mal? L'autre chose que je voudrais vous dire dans cette introduction, c'est qu'à mon avis, le voyage du héros, il a toujours 3 dimensions, qui sont les 3 dimensions de la rencontre que j'ai évoquée dans mon dernier livre, La rencontre, une philosophie. Il y a un voyage vers les autres, il y a un voyage en soi, et il y a un voyage dans le monde. Et je pense que ces 3 dimensions sont absolument indissociables. Alors commençons par l'angle aristotélicien. Vous savez, Aristote est l'élève de Platon, mais vous savez aussi qu'Aristote s'oppose beaucoup à son maître Platon. Eh bien, pour Platon, les valeurs, l'héroïsme par exemple, c'est un absolu. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui est un idéal régulateur. Et dans ce cas-là, le voyage du héros, ça veut dire que malgré les contraintes de l'existence, malgré l'incertitude, malgré tout ce qui m'entrave, je vais viser une sorte d'absolu. Et on entend cette référence à l'absolu dans le mot héroïsme. Et parfois, on peut penser que le héros, il va se sacrifier pour cet absolu, il va être capable de laisser son individualité de côté pour se sacrifier. C'est les valeurs aristocratiques chevaleresques, par honneur, par absolu. Mais Aristote, et vous comprenez que moi je suis plutôt aristotélicien, s'oppose à Platon en disant il y en a marre de l'absolu, il y en a marre du ciel des idées. C'est pas comme ça qu'on régule une vie humaine. Et vous qui dirigez des entreprises et des communautés humaines, je crois que vous savez que ça peut être dangereux de viser l'absolu. Alors que dit Aristote? Qu'objecte-t-il à Platon? Et comment nous invite-t-il à redéfinir l'héroïsme? Aristote dit, en fait, les vertus, ce n'est pas des absolus qui sont des idées comme ça, merveilleusement parfaites dans le ciel des idées. Ce sont en fait des mésotès, des justes mesures, des justes milieux. Et paradoxalement, ma thèse pourra vous surprendre, vous qui aviez peut-être envie ce matin d'être galvanisé comme ça, je pense que le vrai héroïsme, c'est un art de la juste mesure, un art de la mésotès.
Et Aristote de dire à Platon, toute vertu n'est pas un absolu, c'est un juste milieu entre deux excès, un juste milieu entre deux choses négatives. Et Aristote de prendre l'exemple du courage. Et je pense que le courage est une vertu de l'héroïsme tel que je veux le redéfinir. Et Aristote de dire, Platon, tu vois le courage comme un absolu qui pourrait nous réguler? Moi je pense, c'est Aristote qui parle, que le courage est un juste milieu entre les deux excès que sont la lâcheté, absence totale de courage, et la témérité, c'est la tête brûlée qui fait n'importe quoi. Donc si on veut être courageux, il ne s'agit pas de viser l'absolu du courage, il s'agit de viser au milieu entre deux excès symétriques, la témérité et la lâcheté. Eh bien, je pense que ça, c'est de l'héroïsme. Vous voyez, c'est un héroïsme du quotidien, de s'adapter, de faire au mieux avec les difficultés du quotidien. Voilà pourquoi on peut appliquer, et comment on peut appliquer cette philosophie de l'héroïsme à une vie de dirigeant, de dirigeante, ou même à une vie de parent, ou même à une vie d'amis. C'est pas chercher à être un héros qui va se sacrifier pour un absolu. Le courage, le vrai courage, c'est trop facile de le voir comme ça. Je pense que le vrai courage, c'est de faire avec le réel, justement, de se coltiner le réel, et d'essayer de faire au mieux dans un monde complexe. Vous avez introduit la rencontre en disant, voilà, dans un monde d'incertitude, on va essayer de faire quand même cette rencontre régionale. Et bien justement, c'est ça l'héroïsme, c'est de faire avec l'incertitude, et de dire, voilà, j'y vais quand même, je tranche quand même, je m'engage dans l'incertain. Je voudrais qu'on commence sur cette notion d'incertain. Parce que le héros, il n'est pas sûr que son voyage aller sera suivi d'un voyage retour. Le héros, il accepte l'incertitude. Eh bien, dans toute décision, en ce sens, il y a de l'héroïsme. Mais encore faut-il que ce soit une vraie décision. Vous savez très bien à l'APM que les décisions que vous devez prendre parfois, en tant que dirigeant, dirigeante, mais aussi des décisions existentielles, vous savez très bien qu'elles relèvent d'une liberté et d'un courage, et qu'en ce sens, elles ne sont pas de simples choix rationnels. Arrêtons-nous un peu sur cette distinction. Il y a plein de situations où quand on quand on tranche, on a des arguments rationnels, et puis, à l'issue d'une délibération rationnelle, on sait que c'est A le bon choix et pas B. Dans ce cas-là, ça n'est pas une décision, c'est juste un choix rationnel. Eh bien, le moment où on a besoin de courage, c'est quand on a analysé la situation et qu'à l'issue de la délibération, il demeure de l'incertitude. Croyez-vous qu'Ulysse, il pèse le pour et le contre dans un tableur Excel et ça y est, il a fait son choix? Bien sûr que non. Il y a du doute, il y a de l'incertitude. Et le courage, c'est d'y aller dans l'incertitude. C'est d'affronter l'incertain. J'aurais envie de dire, d'aimer l'incertain. Mais alors, vous voyez que dans une réflexion sur l'héroïsme, on est entravé aujourd'hui par quoi? J'espère que vous n'avez pas trop ce défaut. Par une passion de la prévision, une passion de l'anticipation, une obsession de l'anticipation rationnelle. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien d'anticiper, de se projeter, de prévoir. Peut-être qu'il le faut, assurément il le faut. Mais ce que je vous dis, c'est que le courage, c'est d'accepter qu'il y a de l'imprévu, qu'il demeurera toujours de l'incertain, et que c'est dans le monde de l'incertain que nous devons vivre. Nous habitons le fleuve de l'incertain, et l'héroïsme, c'est de l'accepter. Alors que nous, on nous a mal élevés. En Occident, on nous a mal éduqués. Dans les écoles de commerce, on nous élève mal. Dans les écoles d'ingénieurs aussi, on nous dit quoi? On nous dit que l'intelligence, c'est de prévoir. Et on laisse entendre qu'on pourrait tout prévoir. Il y a un non-dit. Eh bien, l'héroïsme, c'est d'accepter qu'il y aura de l'imprévu. Et alors, on en arrive à cette idée d'aventure, évidemment. Et d'ailleurs, vous avez préparé cette rencontre. J'ai vu votre slide joli, là, avec un petit paysage. Mais en fait, c'est bien de préparer. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, ça m'a un peu agacé quand on s'est parlé au téléphone et que vous m'avez demandé d'envoyer mes idées au préalable. J'accepte, je l'ai fait. J'accepte de préparer. Mais c'est un peu bizarre, quand même, dans une rencontre sur l'héroïsme. Quand même, on est quand même... L'aventure, c'est pas simplement de dérouler ce qui est préparé. D'ailleurs, je fais exprès de ne pas dire ce que j'avais prévu. L'aventure, c'est quand même de se préparer, parce que tout grand voyageur se prépare. Sylvain Tesson, que vous connaissez aussi, il se prépare avant une expédition. Mike Horn, que je suis allé écouter au Grand Rex il y a 15 jours, il se prépare aussi quand il va traverser la forêt amazonienne, ou quand il va traverser l'Arctique, ou alors faire une course en bateau en solitaire. Mais la vérité de leur héroïsme, et je crois que nous pouvons tous, à notre échelle, nous en inspirer, c'est que
la préparation n'est qu'une petite partie de l'aventure. Par définition, il y a aventure quand la préparation s'avère insuffisante parce que le réel est plus fort, parce que l'imprévu, c'est le moment où il faut que je me réveille, c'est le moment où il faut que je me révèle, c'est le moment où il faut que je me... Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que quand je prépare, l'héroïsme, c'est de préparer avec quelque chose dans le cœur et dans l'âme qui n'est pas simplement la peur qui fait que je serai dans une surpréparation, mais qui est le courage de me dire je prépare le plus possible, mais je sais qu'il restera de l'imprévu, et c'est dans l'imprévu que j'aurai à me révéler, c'est-à-dire à écouter mon cœur, mon intuition, et c'est là que le rapport aux valeurs est central. Parce que le héros, il a des valeurs. Le héros, il se bat pour des valeurs. Mais attention, l'héroïsme, c'est quoi? C'est d'essayer d'inscrire les valeurs dans le réel. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors vous qui êtes des dirigeantes et des dirigeants humanistes, à l'APM, on parle beaucoup des valeurs humanistes, vous savez que le problème, c'est que les valeurs, c'est dans le ciel des idées. Les valeurs, elles sont dans le ciel des idées platoniciens. Mais le réel, c'est pas le ciel des idées. Le réel, c'est le sol. Le réel, c'est la terre. Le réel, c'est l'invitation à l'humilité. Et vous savez que dans humilité, il y a humus qui veut dire le sol, qui veut dire la terre. Et il y a peut-être aussi limes, qui veut dire la limite. De toute façon, on peut faire dire ce qu'on veut aux étymologies. Mais ce qui est important, c'est de se dire que peut-être le voyage du héros, c'est un voyage au cœur duquel il essaye de faire descendre les valeurs du ciel sur la terre et d'ancrer dans le sol de son voyage, de son aventure, ces valeurs qui, en tant que valeurs, sont dans le ciel des idées. Mais alors attention, j'ai commencé mon intervention, vous vous en souvenez, en opposant l'idéalisme de Platon, il y aurait un héroïsme absolu, et la sagesse d'Aristote qui dit attention, on fait au mieux. Et dans cette opposition, vous avez peut-être reconnu la distinction entre la morale et l'éthique. La morale, c'est qu'il y a un bien absolu à faire descendre sur terre, et l'éthique, c'est que je fais au mieux. La morale, c'est la distinction entre le bien et le mal, et l'éthique, c'est que je vise le moindre mal et j'essaye de faire au mieux. La morale impose, l'éthique propose. La morale commande, l'éthique recommande. Eh bien, je voudrais, et vous l'avez senti venir, redéfinir le héros comme un héros de l'éthique et non de la morale. C'est-à-dire un héros du tâtonnement, un héros qui se coltine avec le réel et qui, en effet, essaye de faire descendre les valeurs du ciel sur la terre, mais pas complètement, pas parfaitement. C'est un héros, j'aurais envie de dire, de l'approximation. Et vous le savez au quotidien, qu'il faut sans cesse remettre le travail sur la tâche, sans cesse rectifier le tir, sans cesse progresser, finalement. Et lorsque Charlotte présentait mes livres et qu'elle parlait des vertus de l'échec, ce que j'ai adoré faire dans ce travail, c'est montrer que, en fait, l'héroïsme, c'est de se réadapter, de tirer un apprentissage d'un ratage, de se rectifier, de s'amender. C'est pas d'être complètement convaincu qu'on a raison. Et donc, je crois que tout héros est un héros de l'idéal, mais de l'idéal dans son rapport au réel, c'est-à-dire un héros de l'éthique davantage que de la morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un héroïsme du quotidien, dans le fait dont je me réadapte sans cesse. Ça veut dire que le vrai héros pour moi, c'est pas l'idéaliste pur qui n'en démord pas, qui s'accroche à son idéal jusqu'à nier le réel, car dans ce cas, c'est la folie qui le guette. Pour moi, le vrai héros, c'est quelqu'un qui est davantage dans l'éthique de conviction, enfin, qui est à la fois dans l'éthique de conviction et dans l'éthique de responsabilité. Vous connaissez peut-être ces concepts qu'on trouve chez Max Weber. On va s'arrêter un peu dessus, car je crois que c'est très important pour penser le voyage du héros. Eh bien, l'éthique de conviction, c'est quand j'ai un absolu, un idéal, et je fais tout pour l'inscrire dans le réel. Et l'éthique de responsabilité, c'est quand je fais très attention aux conséquences de mes actions dans le réel et aux conséquences des conséquences. Donc en fait, si je suis tout à fait dans l'éthique de conviction, je suis un idéaliste capable de faire n'importe quoi dans le réel. Et si je suis uniquement dans l'éthique de responsabilité, eh bien je fais très attention à ce que je fais et aux conséquences des conséquences de ce que je fais, quitte à oublier mon idéal. Et Max Weber de dire, et ça va vous parler, il dit ça à la fin d'un sublime livre, Le savant et le politique. Et à la fin de ce livre, il dit voilà, le héros en politique, c'est celui qui essaye de tarauder des planches de bois dur. Les planches de bois dur, c'est le réel qui résiste. Et il dit, il faudrait, et ce serait ça un héros en politique, il faudrait qu'il soit capable de faire la synthèse de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Ça, ce serait un vrai héros.
Mais comment est-ce possible? Je vous invite à y réfléchir un peu. Est-ce que vous pouvez à la fois être dans l'éthique de conviction, tout faire pour faire tomber l'idéal du ciel et l'inscrire sur la terre, et dans l'éthique de responsabilité, faire attention aux conséquences et aux conséquences des conséquences? Eh bien, Max Weber conclut, la synthèse parfaite de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité n'est pas possible. Alors l'héroïsme est un idéal régulateur. Eh bien, je crois que l'héroïsme, c'est de se dire, je vais essayer de tenir les deux maillons de la chaîne, comme disait Pascal, dans un autre contexte. Et c'est ça l'héroïsme. Du coup, c'est davantage, voyez-vous, un héroïsme du quotidien qu'un héroïsme du chevalier absolument parfait qui est hors norme. Et je trouve ça beaucoup plus inspirant, l'héroïsme du quotidien. L'héroïsme du quotidien, ça peut être le vôtre, d'essayer de faire au mieux au quotidien. C'est bien sûr celui d'infirmières, c'est celui de mères au foyer qui ont 5 enfants et qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est celui de plein de gens qui ont des métiers harassants dans lesquels on essaye de faire au mieux chaque jour. Alors évidemment, il y a des valeurs dans l'histoire. Il y a des valeurs. Mais simplement, les valeurs, quand elles rencontrent le réel, nous demandent des vraies qualités d'ajustement. Peut-être faut-il préférer l'idée de justesse à l'idée de justice absolue. J'aime bien cette idée que le héros, c'est celui qui ne lâche jamais l'affaire, qui est tout le temps en train d'essayer de synthétiser, de réconcilier éthique de conviction et éthique de responsabilité. Mais je vous avoue que c'est impossible à réconcilier complètement. Il y a un moment, soit je suis à fond dans le fait de dire les valeurs doivent s'inscrire dans le sol, soit je suis à fond dans l'idée que je fais très attention aux conséquences de mes actions. À vrai dire, Max Weber a raison, à la fin du Savant et le politique, on ne peut pas parfaitement réconcilier les deux. Mais on peut être sur ce chemin, et je crois que c'est ça, le voyage du héros. Alors on pourrait imaginer un chemin comme ça. Et dans ce chemin, il essaye d'inscrire le plus de projets dans le monde, dans le réel, qui sont dans la fidélité aux valeurs pour lesquelles il se bat, aux valeurs pour lesquelles il vit, et à ce qui s'anime dans son âme humaine. C'est une phrase de Hegel. Il dit ce qui compte dans une œuvre d'art, c'est ce qui s'agite dans l'âme humaine. Eh bien, le héros que je voudrais redéfinir avec vous, c'est pas un héros simplement romantique. Vous savez, le héros romantique, en fait, quelque part, s'il n'arrive pas à inscrire ses valeurs dans le monde, il s'en satisfait en disant que le monde ne mérite pas ses valeurs. Vous savez, le héros romantique, Hegel en parlait très bien, c'est la belle âme, c'est la conscience malheureuse. C'est quelqu'un qui a un idéal, qui a un absolu, mais il dit que le monde est trop complexe, que le monde ne le mérite pas, que les gens sont trop pragmatiques. Eh bien, ce héros-là, je voudrais le critiquer. Pour moi, le véritable héros, c'est celui qui ne lâche pas l'affaire. C'est très dur de réconcilier les valeurs qui sont idéales dans un ciel abstrait et le réel concret d'une quotidienneté. Simplement, c'est le but d'une existence. Et c'est ça le beau voyage, voyez-vous. Le voyage, c'est ça. C'est quand je voyage dans le réel et j'ai mon âme, mon cœur dans le ciel des valeurs et j'essaye de réconcilier les deux. Vous comprenez donc mon parti pris, non pas un héros de la surhumanité, mais comme le disait Aristote, comme je l'introduisais au début, un héros de la pleine humanité. Alors évidemment, c'est dur de devenir pleinement soi-même. Et je crois que le vrai héroïsme, c'est ce voyage-là, un voyage au bout de soi, au bout de son talent, au bout de sa singularité. Et évidemment qu'on est très nombreux, très peu nombreux, pardon ce lapsus, très peu nombreux à y arriver dans une vie. Et c'est exactement ce que voulait dire Aristote. Il voulait dire, vous savez, moi j'en vois plein des gens qui vont mourir sans être devenus eux-mêmes. Parce qu'ils vont se soumettre au poids de la norme, du conformisme. Et ça a été magnifiquement diagnostiqué par Freud dans son livre « Le malaise dans la civilisation ». Quand il dit qu'il y a un malaise dans tous les groupes humains, pensez à votre entreprise, pensez à votre pays, pensez même à votre famille. C'est qu'il y a un moment, dans tout groupe humain, il y a un poids de la norme. Et pour que le groupe fonctionne, il faut que les individus singuliers se soumettent à cette norme. Et se soumettent fluidement, docilement. Mais, d'un côté, ça c'est le besoin du groupe. De l'autre côté, ce qui est bon pour l'individu, ce n'est pas ce qui est bon pour le groupe. Ce qui est bon pour l'individu, c'est l'expression de sa singularité originale. Vous comprenez maintenant le titre, au cas où vous ne l'auriez pas compris, mais d'abord ce livre, vous devez le lire, il ne fait même pas 100 pages. C'est une bombe, c'est extrêmement profitable pour vous et vos entreprises et votre vie entière. Si vous n'avez pas lu
le malaise de la civilisation de Freud, parfois aussi appelé malaise de la culture, je vous promets que vous devez le lire. Vous allez voir alors que ce que montre Freud, c'est que ce qui est bon pour le groupe n'est pas ce qui est bon pour l'individu. Je pense que ça vous parle en tant que dirigeante et dirigeant, parce qu'il y a bien des moments, en tout cas je vais parler juste d'expérience, moi ce que je vois avec mes yeux, Charlotte disait, ce qui était bizarre au regard de mon âge, que j'avais déjà 13 ans de conférences à l'APM, eh bien, qu'est-ce que je vois depuis 13 ans, mais même depuis 20 ans en entreprise, puisque j'interviens en entreprise depuis le début, depuis que je suis prof de philo, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en sous-emploi. Il y a plein de talents, ils n'ont pas besoin de se révéler dans leur talent personnel pour travailler. En gros, leur travail leur demande pas vraiment de s'exprimer comme individu singulier. Ils se soumettent aux normes, aux consignes, aux process, ils font ce qu'il faut faire. Et souvent, ils souffrent, et ils feront parfois un burn-out pour ça, voire une dépression. Parce qu'avant ce métier, ou ces métiers, ils ont fait des études dans lesquelles ils ont senti un potentiel de singularité et de créativité intellectuelle plus élevé que ce que l'entreprise leur demandera. Donc c'est un problème dont vous devez être conscient, j'imagine que je ne vous apprends rien, c'est que parfois, vous voyez bien qu'il y a des gens qui travaillent dans votre boîte, mais en fait, ils ont plus de talent que ne le requiert ce poste. Alors c'est un problème, il faudrait les faire évoluer. Mais c'est quoi l'héroïsme du dirigeant? C'est quelqu'un qui se dit « Ok, je vais essayer de tenir les deux maillons de la chaîne ». Évidemment, Freud l'a dit, il y aura toujours un malaise, puisque ce qui est bon pour le groupe n'est par définition pas nécessairement ce qui est bon pour l'individu. Eh bien, le voyage du héros, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Il y a le besoin du groupe, mais il y a aussi le besoin des singularités. Et donc, je reviens à ce que je disais. Aristote nous dit, c'est extrêmement dur de parvenir au bout de son humanité. Il ne s'agit pas d'être plus qu'humain. Il ne s'agit pas d'être un héros de la surhumanité. Juste de saisir les occasions que la vie me donne pour réaliser tous mes talents avant de mourir, parce que je vous la fais courte, hein, mais après, c'est trop dur. Bon, après, c'est trop tard, pardon. Donc, on a tous une pression existentielle, et j'espère que je vous angoisse un peu en ce vendredi matin. Et si j'arrive à la mort en étant passé à côté de moi? Et si j'arrive à la mort en n'ayant pas voyagé jusqu'au bout de mon talent? C'est ça le drame, en fait. D'ailleurs, c'est un drame pour vous, toutes et tous, en tant qu'individu. Mais en plus, vous devez avoir la responsabilité de celles et ceux que vous emmenez avec vous en tant que dirigeantes et dirigeants. On va en parler aussi des qualités du héros, le charisme, le leader, mais c'est après. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est le cadre général de cette philosophie de l'héroïsme. Et Aristote sera prolongé par Nietzsche, lorsque Nietzsche dit « deviens ce que tu es ». Alors c'est devenu une tarte à la crème, la baseline de Nike et tout ce que vous voulez, mais à la base, il y a une idée extrêmement forte. Ça veut dire saisis toutes les occasions que la vie te donne pour arriver au bout de ton talent avant de mourir. Eh bien, peut-être que c'est ça le voyage du héros. Moi, je tiens beaucoup à cette idée. Le voyage du héros, c'est un voyage au bout de soi. Et pour ça, il faut rencontrer les autres et il faut rencontrer le monde. Mais c'est un voyage au bout de soi. Et l'aventure, c'est l'aventure de devenir pleinement soi. Mais revenons à Freud, le malaise de la civilisation. Mais c'est tellement dur, en fait. C'est tellement dur. On nous apprend à prendre notre place dans des groupes, dans des cases. Et puis même à l'école, on nous apprend à avoir des bonnes notes en respectant des consignes. On nous apprend à être sage, on nous apprend à être docile. Et vous préférez quoi d'ailleurs? Ça, c'est une vraie question pour entrer dans la réflexion. Vous préférez réussir comme tout le monde? Ou alors, par exemple, échouer d'une manière qui vous ressemble, d'une manière originale? Si vous répondez « je veux réussir comme tout le monde », il n'y aura pas vraiment de voyage du héros. Le voyage du héros, c'est un voyage vers sa singularité. Ça veut dire que je vais accepter que peut-être je vais prendre des risques pour sortir de la norme et réaliser mon talent singulier. Ça, c'est ma première réponse. Un héros n'est pas un héros de la surhumanité, mais un héros de la pleine humanité qui réalise sa propre singularité jusqu'au bout. Mais attention, s'il n'y avait que ça, autrement dit, un point de vue, certes, qui fait l'éloge de la singularité, mais qui est quand même très auto-centré. Je crois qu'on ne pourrait pas parler d'héroïsme aujourd'hui en ce sens. Il faut faire la synthèse de cette notion, développement de soi, et de quelque chose d'altruiste et de généreux. Évidemment, quand je parlais au début du combat pour les valeurs, ce n'est pas que pour moi que je me bats pour des valeurs. Si ce sont des valeurs, eh bien, elles visent à être partagées par les autres. Donc je crois que dans l'héroïsme, il y a deux dimensions. Une dimension de réalisation personnelle et de talent singulier, donc une dimension auto-centrée,
et une dimension altruiste, évidemment. La dimension d'une mission. Une mission dans le sens du bien commun. Évidemment que le héros grec, il va se battre pour sa ville, pour son pays. Il va se battre pour autre chose que lui-même. Mais simplement, ce héros grec, il nous inspire qu'à moitié. Parce qu'au fond, le but du héros grec, c'est quoi? C'est de rester dans les mémoires en tant que héros. Pour un héros grec, le drame, la mort, c'est pas d'être tué par l'ennemi, c'est d'être oublié par les siens. La mort, c'est beaucoup moins grave que l'oubli pour un héros grec. Donc finalement, il manque quelque chose dans cette obsession de la mémoire personnelle, c'est le sens d'une véritable mission, d'une véritable responsabilité. Et je crois que là, on a une belle définition possible du héros. C'est quelqu'un qui est tout autant engagé dans un processus d'expression de sa singularité, qui pourra à ce titre rester dans les mémoires, mais en même temps, quelqu'un qui se bat pour quelque chose qui le dépasse, évidemment. J'insiste sur ces deux dimensions. Vous reconnaissez la difficile synthèse. Au même titre que le héros doit essayer de synthétiser ce qui ne l'est peut-être pas, dans le sens de Max Weber, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, maintenant, il doit essayer de synthétiser le souci de son expression originale et d'une mission altruiste, d'une générosité, d'un combat pour quelque chose qui le dépasse. Alors évidemment, c'est pas facile, et c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'un héros de la quotidienneté. C'est-à-dire, il faut se débarrasser de l'idée d'une grande action héroïque. En fait, ce que visaient les héros grecs, Ulysse et tous les autres, c'était à rester dans les mémoires en s'illustrant par une grande action héroïque à un moment. Mais est-ce qu'on peut réconcilier ça avec notre temps démocratique? Mais je ne crois pas. Je crois que le véritable héroïsme, ce n'est pas une action héroïque qui fait que je reste dans les mémoires. Parce que dans ce cas, je peux être un salaud, je peux m'être mal comporté, je peux avoir été complètement égoïste, et je sauverai tout avec une belle action. C'est pas ça la vraie vie. Et je crois que si on est à l'APM, c'est qu'on aime cette idée d'un humanisme appliqué au quotidien. Dans ce cas, le voyage du héros, c'est un voyage dans la quotidienneté. Et dans ce cas, ça veut dire que j'essaye, au quotidien, finalement, de faire vivre des valeurs, mais je ne les ferai jamais vivre parfaitement. Aristote a toujours raison contre Platon, je crois. On est dans l'éthique et pas dans la morale, dans le tâtonnement et pas dans l'imposition venue du ciel. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que quand même, il y a des qualités du héros dans le voyage de l'aller qui ne sont pas nécessairement celles du voyage du retour. On voit bien que Ulysse, par exemple, le voyage du héros, le voyage de l'aller, c'est un voyage plein de courage, c'est un voyage plein d'impatience, c'est un voyage plein de désir, c'est un voyage plein d'excitation, c'est un voyage plein de peur. Bref, c'est le moment où j'y vais. Vous vous souvenez de cette belle phrase du philosophe Alain, « Le secret de l'action, c'est d'y aller ». Pardon, la phrase exacte, c'est pas ça. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut que j'y aille. Alors le courage du héros, c'est d'y aller, évidemment. D'ailleurs, il y a plein d'exemples chez Homère et Hésiode de combattants grecs qui ne veulent pas y aller. Ils font tout pour ne pas y aller. Ils trouvent des prétextes pour ne pas y aller. Ils disent qu'ils sont malades, ils se déguisent, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Donc le voyage du héros, le voyage de l'aller, c'est d'y aller. Ce courage-là peut être un courage de leader aussi. Quand j'y vais, j'emmène les autres. Et là, il y a une question qui devrait vous intéresser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un leader charismatique? Est-ce que le leader charismatique, c'est quelqu'un qui est surhumain, qui a des qualités exceptionnelles, qui a en lui des qualités à l'intérieur de lui, qui en font un leader charismatique? Eh bien, je ne crois pas. D'ailleurs, il y a des études vraiment débiles sur le sujet, qui relient le charisme à la taille, par exemple, le charisme à la couleur des yeux, le charisme à la tessiture de la voix. Comme si le charisme d'un leader, au fond, était quelque chose qui était ancré dans des caractéristiques objectives qui sont à l'intérieur du sujet. C'est n'importe quoi. Le charisme, il est relationnel. Le charisme, c'est un art de la relation. Ça me fait penser à cette belle phrase de Mickey Rourke dans le film de Coppola, Rusty James. Mickey Rourke, c'est une sorte de chef de bande, c'est un motard et tout le monde le suit. Et son petit frère, qui est joué par Matt Dillon, c'est un film de Coppola, il y a aussi Dennis Hopper, c'est un très beau film. Et son petit frère lui dit « Mais tout le monde te suit, comment tu fais ?» Et lui, il dit « Tu sais, emmener les gens, c'est bien beau, encore faut-il savoir où aller. » Et je crois que c'est très intéressant comme réflexion. C'est que le leader charismatique, il emmène les gens quelque part, mais parfois, on caricature ce héros en disant « Voilà, il sait où il va. Et c'est pour ça que les autres le suivent. » Mais je ne suis pas d'accord. Les leaders charismatiques,
C'est pas qu'ils savent tout seuls, qu'ils ont toutes les qualités en eux et que donc les autres le suivent dans une infantilisation régressive. Dans ce cas-là, c'est des chefs de secte. Non, pour moi, c'est pas ça un vrai leader charismatique. C'est quelqu'un qui doute, mais qui partage ses doutes et qui, malgré tout, réussit à emmener les autres. Comment il fait pour réussir à emmener les autres? Il a du désir. Il a un rapport aux valeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doute pas. Ça veut dire qu'il a un art de la relation. J'aurais presque envie de dire, il y a quelque chose d'une vulnérabilité dans le leader charismatique héroïque. Mais sauf que cette vulnérabilité n'est pas cachée, elle n'est pas niée, elle est assumée. Et parce qu'elle est assumée, elle se change en force, et en force charismatique. Regardez par exemple les rockstars charismatiques que vous adorez. Ce n'est pas des rockstars qui sont parfaites, qui n'ont aucun défaut. C'est des rockstars qui savent faire avec leur imperfection et vous emmener et vous faire chanter. D'ailleurs, il y a plein de rockstars qui chantent mal. Jean-Louis Aubert, il ne sait pas chanter. Benjamin Biolay, au début, il ne sait pas chanter. C'est des gens qui ne savent pas chanter. Si on avait la définition du charisme d'avant, on dirait, voilà, ils ont des talents incroyables. Ou Renaud, par exemple, on peut aller loin dans ceux qui ne savent pas chanter. Et pourtant, ils deviennent chanteurs charismatiques. Ça veut dire que c'est un art de la relation. En ce moment, il y a un succès en France, c'est Clara Luciani. Clara Luciani, c'est une enfant traumatisée. Elle a été harcelée à l'école. On l'a appelée la grande, la moche, la grande perche. Et maintenant, c'est une rockstar charismatique. Mais vous croyez que c'est parce qu'elle a des caractéristiques objectives qui font d'elle une rockstar? Pas du tout. C'est un art de la relation. Je crois que c'est pareil pour vous, en tant que dirigeante et dirigeant. Il y a quelque chose à faire avec votre vulnérabilité et quelque chose comme une mise en danger de soi dans la relation, une manière de se dévoiler. Et je crois que le héros, et là on est dans les qualités du voyage aller, c'est quelqu'un qui emmène les autres aussi, mais pas parce qu'il cache sa vulnérabilité, parce qu'il l'assume, tout en assumant en même temps sa force. Là, il y a de l'héroïsme, j'aurais envie de dire. Et ça, c'est important, je crois, dans ce monde de la simplification permanente, de la réduction identitaire, c'est que le voyage du héros, c'est un voyage dans lequel on assume sa complexité. Sa complexité. C'est pas que sa vulnérabilité, c'est aussi sa force et son talent, mais l'ensemble de tout ça, c'est d'assumer sa complexité. Alors vous me direz peut-être, oui, il est bien gentil le philosophe, mais moi, quand je dirige ma boîte tous les jours, si je montre mes doutes tout le temps et si j'affiche tout le temps ma complexité, je ne vais pas jouer mon rôle de leader. Eh bien oui, c'est une question de dosage. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous cachez tout le temps vos doutes, si vous cachez tout le temps votre vulnérabilité, si vous êtes tout le temps en train de faire comme si vous saviez exactement où vous allez et comment vous y allez, vous ne serez pas non plus un leader charismatique. Et moi, dans cette invitation à réfléchir sur le voyage du héros, là on parle du voyage de l'aller, quand on y va, quand on prépare, quand on s'engage. Je voudrais insister sur cette idée. C'est que celui qui emmène les autres, c'est pas celui qui est dans le déni de la complexité des choses, et c'est pas celui qui ment tout le temps en faisant comme s'il savait où on va. D'ailleurs, petite résonance par rapport à l'actualité politique. Là, en ce moment, il y a une crise des représentations politiques dans les pays européens. Mais c'est parce que les citoyens ne peuvent plus croire que nos dirigeants savent très bien où ils vont et comment on y va, tellement on ne fait qu'enchaîner les crises. Crise économique, crise politique, crise sanitaire. Il y a tellement d'imprévus que la figure classique de l'homme politique est un leader sauveur charismatique, au fond, ne marche plus, en tout cas dans nos démocraties, parce qu'on voit très bien qu'ils ne peuvent pas savoir. Mais alors, du coup, c'est quoi? C'est quoi l'héroïsme en politique? Si on ne peut plus savoir exactement où on va et comment on va, ce n'est pas non plus de dire « je ne sais rien, je compte sur vous ». C'est de tâtonner entre ces deux excès, de tâtonner et de viser cette espèce de juste milieu, cette espèce, au fond, je dirais, de façon d'assumer sa complexité. Vous remarquez que dans les pays qui virent du côté autoritaire, il y a encore un chef charismatique à l'ancienne. Quelqu'un qui dit « moi je sais ce qu'il faut faire, il faut virer les étrangers, je sais ce qu'il faut faire, il faut se recentrer sur soi, et il faut repenser un souverainisme étriqué ». Mais on ne peut pas définir comme ça le héros. Votre titre, c'est vous qui l'avez choisi, c'est le voyage. Donc c'est quand même un voyage hors de soi. Le voyage, c'est toujours d'aller voir ailleurs. Le voyage, et ça c'est les qualités de l'aller, c'est la curiosité pour l'autre, la curiosité pour l'aventure, la curiosité pour l'imprévu. Tout ça, ce que je dis depuis 10 minutes, ce sont les qualités du voyage aller. Je veux me battre, j'ai du courage, j'ai de la volonté, j'ai préparé, j'ai anticipé, mais je sais qu'il y aura de l'imprévu, et puis surtout, je suis curieux, et l'inconnu, au lieu de m'effrayer, m'attire. Très bien. Maintenant,
il y a le voyage du retour, si je suis vivant. Et là, vous savez, les qualités de ce héros, je crois, ne sont pas du tout les mêmes dans le voyage du retour par rapport au voyage de l'aller. Par exemple, pour Ulysse, quand il rentre, vous savez qu'il met 10 ans à rentrer chez lui, il y a plein d'obstacles sur la route du retour de ce héros. Il y a des obstacles au sens négatif, des gens qui veulent le tuer, des monstres qui veulent le tuer. Et puis il y a des obstacles, on va dire, au sens positif, des bombes sexuelles qui lui promettent une éternité de plaisir, par exemple. Des rois qui lui promettent d'être le roi d'un royaume sublime pour l'éternité. On lui promet même l'immortalité s'il renonce au voyage du retour. Mais alors, c'est quoi son héroïsme? Et là, j'insiste, parce que c'est une idée nouvelle, c'est de savoir ce qui compte pour lui. C'est de savoir où est l'essentiel. C'est de ne pas s'éparpiller, de ne pas se perdre, de ne pas s'égarer. Mais vous comprenez que cette qualité-là, la qualité du retour, c'est davantage une qualité d'humilité. Reconnaître la limite, savoir quelle est ma terre. Et Ulysse, il sait ce qui compte pour lui, même si on le tente avec un royaume, avec une bombe sexuelle, plusieurs, avec des déesses de la sensualité, avec l'immortalité, il sait que tout ça est intéressant, mais qu'il y a mieux, il y a la fidélité à son vrai désir, il y a ce qui compte pour lui, à savoir retrouver sa femme, son fils et sa cité, et ses concitoyens. Alors là, je voudrais qu'on fasse une petite pause. C'est que les qualités de l'aller, courage, volonté, curiosité, elles vont vers l'illimitation. Mais les qualités du retour, c'est des qualités de la limite. Savoir dans quelle limite il y a mon désir. Qu'est-ce qui compte pour moi? Et là, il y a une question très dure. Les qualités du voyage aller du héros sont-elles compatibles avec les qualités du voyage retour du héros? Ça, c'est compliqué. Ça me fait penser à beaucoup de témoignages de navigateurs qui ont traversé l'Atlantique en solitaire, qui sont des héros au sens classique, et qui ont du mal après à vivre chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Il y a plein de témoignages comme ça, des gens qui ont du mal avec le retour, en fait. Et peut-être que vous le vivez aussi parfois, quand vous vous démenez pour votre entreprise que vous dirigez, et qu'après, vous avez du mal à être vraiment présent pour vos enfants, ou votre mari, votre femme. Là, c'est intéressant. Est-ce que le héros, c'est quelqu'un qui a fait sa grande action héroïque, et qui après est une merde au quotidien? Je ne crois pas. Donc le héros, c'est quelqu'un qui arrive à être bon dans l'aventure, mais bon aussi au retour avec les siens. C'est-à-dire que c'est un idéal extrêmement difficile à atteindre, mais au moins, on sait ce qu'on vise. Alors le risque, si on va trop du côté de l'héroïsme cliché, l'héroïsme de la grande action héroïque, l'héroïsme surhumain, c'est que dans ce cas-là, le retour est insupportable. Et effectivement, il y a plein de témoignages de gens qui font des dépressions après avoir traversé l'Atlantique et qui, vis-à-vis de leur femme, je pense à un navigateur dont le nom m'échappe, il raconte qu'en fait, c'est pas facile parce que, en fait, après, il fait que dormir, il est épuisé nerveusement, il a eu tellement peur au milieu de la mer tout seul qu'en fait, après, il n'y arrive pas. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à être en relation. Alors, c'est pas ça un héros, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui a tout donné dans un moment d'héroïsme pour après n'être plus rien dans la relation quotidienne avec celles et ceux qu'il aime. Le risque, c'est qu'Ulysse s'ennuie après, avec Pénélope et son fils. C'est qu'il lui manque un truc et qu'il soit dans un étiolement de son humanité. Eh bien, moi, je milite contre ça. Voilà, je préfère quelqu'un qui est moins héroïque au sens ponctuel et qui est plus dans l'héroïsme du quotidien, c'est-à-dire un héroïsme de faire au mieux. Pas de faire parfaitement, mais de faire au mieux. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le souci éthique et non pas l'obsession morale. Eh bien voilà, essayons de penser à la fois les qualités du voyage aller, peut-être dans un certain excès, dans une certaine illimitation, et puis les qualités du voyage retour. Et j'aurais envie de dire, c'est quoi ces qualités? C'est savoir ce qui compte pour moi. Et là, on arrive à ma thèse enfin. J'ai plus que 5 minutes. Mais ma thèse, c'est que pour moi, le voyage du héros, c'est un voyage qui permet au héros de savoir ce qui compte pour lui. C'est-à-dire qu'il ne le sait pas avant, mais c'est le voyage dans l'altérité. Pour moi, dans un monde de la norme, dans un monde où on ne se rencontre plus, dans le monde des bulles d'entre-soi, favorisées par la sociabilité classique et par les réseaux sociaux, le vrai héroïsme aujourd'hui, c'est d'aller voir l'autre. Le vrai héroïsme, c'est de s'ouvrir à la véritable expérience de l'altérité. Et sur ce chemin, au cœur de ce voyage,
de se rencontrer soi. Alors évidemment, on revient à ce que je disais avec Aristote. C'est pas la surhumanité, c'est la pleine humanité. Et je pense que dirigeantes et dirigeants humanistes, ça peut vous parler. J'espère que je ne vous déçois pas en ne vous demandant pas d'être des héros de la surhumanité. Peut-être que vous vouliez, en ce vendredi matin, être galvanisé comme ça, et qu'on vous demande de retrouver les valeurs chevaleresques du temps de l'aristocratie. Mais comme je vous le précise, nous vivons en démocratie. Peut-être que les temps ont changé et que les qualités de l'héroïsme d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au temps des chevaliers. Et que peut-être ces valeurs aristocratiques, honneur, courage et sacrifice aussi, sacrifice de soi, elles ne sont pas tellement compatibles avec notre temps. Parce que si vous vous sacrifiez, je vais vous dire un truc, pour l'absolu, vous n'êtes plus là pour vos enfants, vous n'êtes plus là pour vos amis. Alors est-ce que c'est tant que ça un héros d'être présent simplement dans les mémoires parce qu'on a fait une grande action héroïque? Eh bien non, pour moi, le vrai voyage, c'est un voyage dans lequel on essaye de s'illustrer le plus possible, mais aussi, au quotidien, d'être quelqu'un de bien. Ma conclusion, elle est là. C'est pas quelqu'un d'incroyable, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Pour moi, le héros, c'est quelqu'un qui essaye d'être quelqu'un de bien. C'est-à-dire d'être un bon vivant et aussi un bon mort. Vous savez, un bon mort, un bon vivant, c'est quelqu'un qui amène de la joie, du désir, de l'envie de travailler. Et puis, voilà. Et un bon mort, c'est quelqu'un qui laisse pas trop de cadavres dans le placard, pas trop de casseroles, qui s'est réconcilié avant de mourir avec ceux qu'il a blessés. Et ben voilà, moi je suis pour ces valeurs-là, des valeurs beaucoup plus humanistes que surhumaines. Et je suis pour ce voyage-là, un voyage qui permet de savoir ce qui compte pour soi. Et dans ce qui compte pour soi, je crois qu'il y a toujours deux dimensions. Une dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'expression de sa singularité, mais aussi une dimension altruiste. Matthieu Ricard, le moine bouddhiste que vous connaissez, vient de sortir ses mémoires. Et dans ses mémoires, il raconte combien il n'y a pas d'opposition entre l'altruisme et le souci de soi. Mais nous, en Occident, avec notre pensée dichotomique, on croit que soit on est obsédé par soi, soit on se dévoue pour les autres dans un geste de sacrifice de soi, par exemple. Eh bien, je crois que dans un geste aristotélicien, il faut penser le voyage du héros comme un voyage dans lequel on essaye d'être dans la réalisation de soi, de son talent personnel, de sa singularité, et en même temps dans une mission altruiste. Et je conclurai sur la notion de responsabilité, pour casser un peu, in fine, cette idée du héros comme ça, qui va rester dans les mémoires par une action exemplaire, mais qui, au fond, manque de responsabilité, parce qu'encore une fois, s'il est mort, il ne peut plus tellement s'occuper des autres. Moi, j'ai envie d'un héros de la responsabilité. Et peut-être que, vous savez, il y a Lévinas qui disait « répondre à quelqu'un, c'est déjà répondre de lui ». Eh bien, je pense qu'il y a deux dimensions dans ce voyage du héros, une dimension personnelle et une dimension relationnelle. Alors, c'est un beau voyage, c'est un voyage qui m'ouvre au monde, un voyage qui m'ouvre aux autres, mais in fine, un voyage qui me rapproche de moi, mais de moi en deux sens. Moi et moi au service des autres. J'imagine que ça vous parle, dirigeantes et dirigeants, de vous dire voilà, chaque jour je pars en voyage, chaque jour je pars en voyage et j'essaye de me réaliser en ayant en même temps une activité qui ait du sens pour les autres, qui ait une utilité pour les autres. J'essaye d'être en même temps dans la réalisation de soi et dans la mission généreuse et altruiste. Voilà, je crois, un beau voyage, c'est-à-dire une belle aventure. Et je conclurai sur une idée, c'est que dans toute aventure, évidemment, il y a une dimension de préparation, mais il ne faut pas se préparer avec l'illusion qu'on sera parfaitement prêt. Il faut se préparer en sachant qu'on ne sera pas prêt. Figurez-vous que c'est ce que les philosophes voulaient dire. Quand ils disaient « philosopher, c'est se préparer à mourir », vous ne croyez quand même pas que les stoïciens, Montaigne, Socrate, ils ont tous dit ça. Vous ne croyez quand même pas qu'ils voulaient dire qu'on va se préparer et puis que du coup on sera prêt quand la mort viendra taper au carreau. Alors dans ce cas-là, ils veulent dire quoi en disant « philosopher, c'est se préparer à mourir ». Ils veulent dire qu'on va se préparer à l'idée, et puis quand la mort viendra nous dire au revoir au monde et à nos enfants et à nos amours, évidemment qu'on ne sera pas parfaitement prêt, mais, suivez bien, on aura été préparé à l'idée qu'on ne sera pas parfaitement prêt. Il me semble que c'est ça, le voyage du héros. On prépare, on travaille, mais on sait qu'il
qu'il y aura de l'imprévu et qu'alors, il faudra se réveiller, il faudra se révéler. Je vous remercie pour votre attention et j'écoute vos questions. Merci Charles, un grand merci tout d'abord. Je te laisse prendre ta petite gorgée d'eau. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Et sans plus attendre, on commence avec la première question qui est un groupe qui rassemble le club Luxembourg-Mansfeld, Eurométropole et André Franquin. C'est autour de la folie. Ouais. Un héros peut-il sombrer dans la folie, peut sombrer dans la folie quand son idéal est déconnecté de la réalité. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que le héros peut être en alerte ? Quels signes avoir ? Quels signaux doit-il saisir dans son environnement ? Ouais, très bonne question. D'autant plus agréable que je crois que tout ce que j'ai dit, c'est justement de mettre des garde-fous pour que l'héroïsme ne confine pas à la folie. Vous savez, quand on se bat pour des idées, des idéaux, c'est bien, c'est mieux que d'être complètement pragmatique, mais le risque, c'est qu'on sombre dans l'idéologie. Et l'idéologie, c'est cette folie qui fait qu'on s'enferme dans la logique d'une idée. C'est Hannah Arendt qui définissait ainsi l'idéologie, l'enfermement dans la logique d'une idée. Du coup, je réponds à la question concrètement, il faut regarder les signaux faibles et regarder les symptômes physiques. Parce qu'en général, quelqu'un qui devient fou et qui se déconnecte du réel, il est prévenu par son corps. Il est prévenu par des tics, par de l'insomnie, par des troubles, par de l'agressivité. Et en fait, cette déconnexion du réel, elle apparaît. Donc, 1, observer les signaux faibles et les symptômes de son corps. 2, toujours être dans la relation et demander aux autres ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire, on y revient, sortir du schéma de l'héroïsme classique d'un individu solitaire. Je crois que ce modèle, il a fait son temps. Je crois qu'il faut sortir de ça. Donc, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, et puis être à l'écoute du réel. Voilà, de ce que me renvoie le réel. Il y a un moment, par exemple, si vous vous battez pour un truc génial à la tête de votre boîte et que pendant 6 mois, personne ne vous comprend, vous pouvez dire « Ok, c'est le début, je continue, je crois que j'ai raison, j'y crois. » Mais il y a un moment, si personne n'accroche et si le réel ne vous renvoie pas de retour positif, alors vous voyez bien qu'il y a un risque de déconnexion par rapport au réel. C'est ce qui s'appelle la folie. Super, merci beaucoup. Il y avait une question qui est un peu dans cette lignée-là. Le héros est-il torturé dans son esprit ? Alors, oui, c'est quand même si ça correspond plutôt à l'image classique du héros que j'ai essayé de casser, mais néanmoins, je reconnais que, évidemment, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est plus simple d'avoir aucun idéal et d'être dans un réalisme pur. Parce que c'est compliqué de faire rentrer l'idéal dans le réel, évidemment. Tout ce que j'ai dit va dans ce sens. Donc torturer, oui, il y a une certaine... C'est un mot un peu violent, mais en tout cas soucieux. Et c'est vrai que il y a un souci aussi de se dire j'y arrive pas, c'est dur. Mais aussi l'humilité, c'est d'accepter qu'on n'y arrive pas complètement. Et peut-être que dans la mesure où on accepte qu'on n'y arrive pas complètement, mais qu'on est sur un chemin de progression, alors on est moins torturé. Je pense que peut-être, quand on est torturé, c'est quand on ne sait pas se satisfaire des petites avancées et qu'on veut tout. Et on est torturé parce qu'on mesure le décalage qui fait souffrir entre son idéal et le réel. Mais la sagesse que j'ai essayé de défendre, c'est quand même une sagesse des petits pas, malgré tout. Alors c'est peut-être d'ailleurs le problème de mon propos. C'est qu'est-ce qu'on peut réconcilier héroïsme, voyage du héros, avec sagesse des petits pas. Moi, je crois que oui, c'est ce que j'ai appelé héroïsme du quotidien. Mais on est moins torturé quand on sait depuis le début qu'en fait, la synthèse entre éthique de conviction, la synthèse parfaite entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, elle est en fait impossible. Donc cette lucidité, cette humilité peut nous mettre le cœur en joie, et cette joie peut dissiper le côté torturé. Tout est dans l'humilité. Bah ouais, je crois. Il y avait une question sur le doute et convaincre. Tu parlais d'embarquer les autres dans un projet, juste avant, quand personne ne nous comprend autour, quand quelqu'un est incompris. Comment embarquer les gens, justement, autour qui ont des doutes sur nous ? Alors ça, c'est une question hyper dure. Parce qu'il y a les doutes des autres, il y a mon doute à moi.
Et donc, il y a évidemment plein de situations, et je reconnais que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines situations où le capitaine, le chef, le leader ou la capitaine ne doit pas montrer ses doutes pour apaiser les doutes des autres. Par exemple, si vous êtes en pleine tempête, vous êtes capitaine de navire et que l'équipage compte sur vous, ce n'est pas le moment de confier vos doutes, évidemment. Mais hors ces moments-là, je pense que ce qui crée de l'être ensemble, c'est davantage le partage des doutes que le fait de les cacher. Mais attention, il y a des moments, je le précise, où il vaut mieux cacher son doute et surjouer le côté leader qui sait où il va. Mais ce n'est pas vraiment ça, l'être ensemble. Parce que ça crée simplement des gens qui vont être un peu infantilisés, qui vont suivre le chef qui sait. Il y a certaines situations où il faut ça. Mais le véritable être ensemble, c'est plus que ça. C'est quand on est ensemble dans la vérité d'une quête. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un doute fédérateur. Il y a des moments où le fait de dire je ne sais pas, ça permet de souligner qu'on a dit avant, oui, ça je sais, mais ça je ne sais pas. Et ça peut être très fort, il peut y avoir quelque chose d'une belle autorité dans le fait de faire la part des choses entre là, ok, là je sais qu'on y va. Par exemple, je sais que c'est un noble objectif, il n'y a pas de doute. En revanche, sur les moyens pour y arriver, sur le timing, j'ai un doute. Mais vous voyez, on peut avoir de l'autorité dans le fait de dire qu'on doute. Et nous, on est trop souvent habitués à penser que c'est juste l'expression d'une faiblesse que de montrer qu'on doute. À mon avis, c'est une erreur. Dans certains cas, c'est une erreur. Merci Charles. Une autre question de Bruxelles Mabel et Pays de Liège autour du big data et des décisions. Ouais. Ah oui. Ils nous disent, le big data supprime-t-il l'héroïsme puisqu'il n'y a plus de décisions nécessaires? Alors, je ne pense pas que le big data permette de prendre toutes les décisions qu'on a à prendre. Et en tout cas, si c'était le cas, il y aurait un problème par rapport au club APM, parce que dans ce cas-là, si vraiment tout était lié au big data, il n'y aurait plus de qualité de décision du chef d'entreprise ou de la dirigeante. Alors, ça, il faudrait voir en fonction des univers, mais il est clair qu'on peut craindre que dans un temps futur, la post-humanité efface certaines qualités du héros de la décision telle que nous, on l'a posée ce matin. Moi, je ne le souhaite pas, et ça dépend aussi de nous, en fait. Parce que dans tout ce débat par rapport au post-humain, la question, c'est à quoi on tient vraiment en tant qu'humain. Et c'est à nous d'entretenir l'humanité. C'est ça aussi l'héroïsme. Donc on va être de plus en plus greffé de technologie, on va être tous des cyborgs, en gros, mais réellement, c'est même pas une blague. Mais l'humanité, c'est ce qui demeure quand je doute, quand j'hésite, quand je décide, quand je lis de la littérature, quand je lis de la poésie, quand j'écoute Jean-Sébastien Bach. Tout ça, le big data ne le traite pas. Donc, en fait, c'est à nous de savoir ce qu'on veut préserver de l'humanité. En fait, ça dépend de nous. C'est clair que si on arrête maintenant de lire Proust et d'écouter Bach, si on arrête maintenant d'aimer que parfois je ne sais pas, mais que je tranche, si c'est nous qui abandonnons notre amour pour l'humanité, alors peut-être qu'en effet, on ira vers une post-humanité, débarrassée des décisions humaines, mais aussi des émotions esthétiques humaines, et où le big data décidera de tout. Je crois que ça dépend un peu de nous, en fait. Ça pourrait être une très belle conclusion, mais on a encore quelques questions. On a une question autour des abus et de la vulnérabilité. C'est Gibraltar du Nord qui nous demande, au Luxembourg, comment le héros peut-il gérer les abus potentiels quand il ou elle se montre vulnérable? Vous voulez dire les abus des autres? Je pense. Ah oui, quand dans une entreprise, j'imagine, certains abusent vis-à-vis d'autres. Voilà, je pense quand on met au monde sa vulnérabilité et qu'on est un peu plus ouvert et donc plus vulnérable. Ah oui, bien sûr, et quand on en paye le prix. C'est ça. Alors ça, c'est une question dure, parce que c'est clair que quand on fait l'apologie, un peu comme je l'ai fait, de la vulnérabilité, eh bien, c'est dur parfois, dans ce monde qui nous demande de ne pas tomber le masque, d'apparaître solide. C'est dur de se dire, oui, mais parfois, ça peut être intéressant d'exprimer une part de ma vulnérabilité, soit en tant que dirigeant, soit en tant que personne non dirigeante. Et dans ce cas-là, ce qui va être très problématique, c'est quand j'arrive à le faire, mais que j'en paye le prix cher, parce que d'autres se saisissent de ce que j'ai montré de ma vulnérabilité, en fait, pour m'enfoncer. Dans ce cas-là, on va être invité à ne plus afficher cette vulnérabilité. Donc je n'ai pas de solution miracle par rapport à ça, c'est ce qui est dur dans l'existence. C'est quand des gens manifestent des belles qualités humanistes, mais qu'ils ne sont pas récompensés par la vie. J'ai eu beaucoup ce problème dans la réflexion sur l'échec, quand je disais, voilà, il y a des échecs vertueux, mais à la condition qu'on ne soit pas dans le déni,
qu'on ne s'identifie pas à son échec, qu'on analyse, qu'on prenne le temps. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai fait tout bien. Je ne me suis pas identifié à mon échec, j'ai essayé de rebondir, j'ai pris le temps, j'étais pas dans le déni, mais j'ai été placardisé. Et donc c'est vrai, donc ces objections, elles sont réelles, ça n'est pas facile. Parfois, on développe toutes les bonnes attitudes humanistes et on n'est pas récompensé par la vie. C'est clair, ça fait partie du champ du monde. Tout ça parce que le monde n'est pas juste, en fait. Est-ce que c'est une raison, parce que parfois je ne suis pas récompensé, pour abdiquer sur les valeurs humanistes? Plein de gens pensent que oui, et c'est comme ça qu'ils dérivent vers une forme de sous-humanité. Pour le dire de manière un peu crue, c'est comme ça qu'ils deviennent des gens pas bien, parce qu'ils prennent prétexte du fait que quand ils ont essayé de bien faire, ils n'ont pas été récompensés. Moi, j'aurais envie de dire le contraire. Si tu montres des belles qualités humanistes, que tu affiches ta vulnérabilité, que tu essayes de tirer parti d'un échec et que les gens en profitent pour t'enfoncer, et continue à bien te comporter parce qu'au fond, statistiquement, la roue va tourner. Donc là, si tu n'as pas eu de chance, voilà, la vie parfois est injuste. Ce n'est pas une raison pour devenir aussi minable que celles et ceux qui t'ont enfoncé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette notion de réciprocité. Vous savez, parfois, vous essayez de faire au mieux, de bien vous comporter, par exemple en rendant service à quelqu'un, mais des gens qui ont vraiment l'esprit mal placé vous soupçonnent d'être intéressés. C'est-à-dire qu'ils projettent sur votre comportement où vous essayez de faire au mieux leur propre médiocrité intéressée, tellement ils ne sont pas capables d'accepter que ça existe. Si vous êtes victime de ça, il y a deux attitudes. Soit vous dites « Ok, moi aussi, maintenant, je me comporte de façon uniquement calculatrice et intéressée, puisqu'on ne voit que ça. » Soit vous vous dites « Ok, sur ce coup, je n'ai pas été récompensé, je vais retenter plus tard. » C'est deux attitudes par rapport à la vie. C'est de la persévérance. Ouais, de la persévérance, mais pas simplement volontariste, arrimé à son désir, arrimé à ce qui compte pour soi. Tout à fait. Il y a une question de Bruxelles Curiosity. Alors, il parle de certains héros qui ont été des monstres. Tu parlais tout à l'heure d'une dimension qui nous dépasse, et c'est aussi ça qui fait l'héroïsme et l'engagement. Hitler, Mussolini, Napoléon aussi, qui a été cité là dans la question. Comment accepter d'appartenir à la même catégorie d'humains? Et par catégorie d'humains, j'imagine qu'ils entendent héros, le mot héros. Ouais. Alors, évidemment, vous aurez compris, vu tout ce que j'ai dit, que je ne qualifierais pas Mussolini et Hitler de héros du tout, mais de fous, évidemment. Et pour moi, c'était mon projet, en tout cas dans cette conférence, c'était de redéfinir l'héroïsme en évitant cette dérive dans le mal. Et il y a une proximité comme ça, dès qu'on est dans le surhumain, il y a une proximité du monstrueux et du génial, quoi. Donc c'est pour éviter cette proximité que j'ai volontairement redéfini un héroïsme de la belle humanité, et non pas du surhumain. Mais comme votre question le montre bien, si on veut jouer avec le feu, on joue avec le feu. Donc si on est en train de dire il faut valoriser des comportements extraordinairement surhumains, il y a un risque de monstruosité. Alors, dans le cas de Napoléon, par exemple, il s'est quand même moins mal comporté, évidemment, que Hitler. Là, il y a une proximité de quelque chose de noble avec quelque chose d'horrible. Donc c'est le boucher de l'Europe, évidemment. Il est responsable de tellement de morts, tellement de souffrances, mais en même temps, il avait aussi un idéal en termes de valeurs humanistes, à l'évidence, notamment de propager les valeurs de la Révolution française à travers une conquête impériale. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, deux choses. Première chose, on accepte que dans la vie, il y a de l'ambiguïté, c'est pas facile. Mais deuxième chose, on se dit, est-ce que c'est un modèle pour nous aujourd'hui? Moi, je pense que non. Désolé pour les admirateurs de Napoléon. Non, ce n'est plus un modèle pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est exaspérant quand on voit des profs de stratégie ou d'autres s'inspirer de la stratégie militaire de Napoléon pour dire voilà le génie. Moi, je n'aime pas l'idée d'un génie qui se comporte mal, en fait. Mais sans tomber dans la bien-pensance. Mais de toute façon, on y vient. Par exemple, aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'on tombe dans la bien-pensance. C'est-à-dire que dès que, par exemple, un mec dit à une femme qu'elle est jolie, on va dire que c'est du harcèlement. Pour moi, c'est excessif. Mais dans le même temps, on n'a pas le sens moral minimal par rapport à certains génies. Par exemple, Picasso. On continue à encenser Picasso comme un héros de la peinture. Et Picasso, en gros, humainement, c'est c'est un sale mec. Beaucoup de femmes se sont suicidées à cause de lui. Il était possessif, il enfermait des femmes à clé pour pas qu'elles le trompent, pendant que lui, il avait 50 maîtresses. Et surtout, il les rendait folles, il les faisait souffrir, et après, il peignait cette souffrance. Dora, la femme qui pleure, c'est ça. Donc en fait, il y a plein de gens comme ça, Gauguin aussi.
Alors comment ça se fait qu'on soit dans la moraline bien pensante dès qu'un homme fait un compliment à une femme sur le fait qu'elle est bien coiffée aujourd'hui, et que dans le même temps, on sacralise des héros qui sont dans l'immoralité réelle, qui sont des ogres qui dévorent les autres, mais non, on ne les touche pas. Mais en fait, c'est insupportable. Moi, je suis pour des vraies valeurs humanistes, à savoir qu'à un moment, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Picasso, évidemment, mais je dis qu'il faut distinguer peut-être Picasso d'un autre qui est tout aussi génial, mais qui a respecté les humains autour de lui. On pourrait peut-être, vous voyez la différence, c'est que nous, on tombe dans la moraline au quotidien, mais on fait une exception. Et pour les héros, on accepte qu'ils soient aussi des monstres. C'est insupportable. Je pense que si on progresse, il faut progresser dans les deux dimensions. Ne pas mettre de la moraline au quotidien et puis accepter qu'on puisse draguer une femme dans la rue sans la harceler, sans avoir l'opprobre pour soi, alors qu'on est juste dans une séduction normale, mais en même temps, faire très attention et arrêter de sacraliser des pseudo-héros qui, pour le coup, ont été de véritables monstres. Voilà, une sorte d'éthique de la justesse, je trouve. Merci Charles, et je pense qu'on a le temps pour une dernière question. On revient sur ce que tu disais un petit peu avant, mais comment le héros sait-il qu'il est devenu un héros? Est-ce qu'on sait, enfin je dis on, mais est-ce que quelqu'un, un dirigeant, sait le moment où il se dit là je suis devenu un héros? Est-ce que du coup s'il se le dit, il est encore un héros? Je crois qu'il y a la réponse à la question. Quelqu'un qui est sûr d'être devenu un héros... Enfin ça dépend. Si vous avez... vous savez, le général Arnaud Beltrame, qui a sauvé des gens d'un attentat en mourant, ben oui, je pense qu'au moment où il meurt, il sait qu'il meurt en héros. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc là, c'est un peu un contre-exemple par rapport à ma thèse. Il y a des héros comme ça, qui font des choses extraordinaires au sens classique de l'héroïsme d'hier, puisqu'ils se sont sacrifiés pour leur noble cause. Mais si on n'est pas dans ce cas, je crois que savoir qu'on est un héros, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il vaut mieux savoir qu'on est en train de progresser, qu'on est en train d'avancer sur un chemin, ce voyage qui nous rapproche du fait d'être quelqu'un de vraiment bien. Et je vous rappelle, c'est ma conclusion, être quelqu'un de bien, c'est toujours l'articulation d'une dimension personnelle. Je vais vers mon étoile singulière, mais je crois aussi d'une dimension altruiste et généreuse. Super, merci beaucoup Charles. Merci à vous. Un grand merci. On vous passe maintenant le flambeau dans les clubs. Chers adhérents, c'est à vous. Chers experts qui sont aussi en Belgique et au Luxembourg, c'est à vous. Merci à vous, merci à tous, aux animateurs aussi, de relever le défi de cette régionale un petit peu au format atypique, on peut dire ça comme ça. On vous souhaite une excellente journée. Je remercie vraiment tout le monde et également la maison APM qui a travaillé sur le projet. Bonne journée à tous et à bientôt.